Ladies and gentlemen, please welcome Euronews correspondent François. Mesdames et messieurs, Monsieur François Chignac, le correspondant d'Euronews. Merci d'être là ce matin, au troisième jour de ce New York Forum Africa. Je vais avoir le plaisir ce matin de converser avec Jean-Sébastien Decaux, qui va nous faire part de ses expériences sur le mobilier urbain, sur ce mobilier et sur cet espace urbain dans lequel vous avez évolué, vous évoluez aujourd'hui et vous évoluerez tous demain. Le groupe Decaux, c'est assez simple, c'est un groupe présent sur 5 continents, c'est aujourd'hui 3 frères qui le développent à l'international, mais c'est surtout une histoire, celle de Jean-Claude Decaux, qui a commencé il y a très longtemps comme colleur d'affiches et qui est aujourd'hui à la tête d'un groupe industriel mondial, mondialement connu, qui, comme je le disais, est présent sur 5 continents et surtout qui a révolutionné l'espace urbain et la publicité urbaine. Hier soir, nous discutions avec Jean-Sébastien et il me disait qu'il établissait aujourd'hui des similitudes et des parallèles entre la ville de Sao Paulo, au Brésil, le Brésil où va se dérouler la Coupe du Monde d'ici quelques semaines, et la ville de Libreville, au Gabon. Lorsqu'il est atterri à 48 heures, sur le chemin entre l'aéroport et l'hôtel, et entre l'hôtel et ici, le centre du New York Forum Africa, il a véritablement établi des similitudes entre ces deux villes. Il faut savoir qu'en 2006, le maire de Sao Paulo décidait d'établir une politique drastique de publicité urbaine. Il décidait de nettoyer totalement, visuellement, la ville, de mettre un terme à la cacophonie visuelle. Et c'est à partir de là que ton groupe, votre groupe, Jean-Sébastien, est intervenu sur la ville. Donc ma première question sera simple. Quelles sont les similitudes entre Libreville aujourd'hui et Sao Paulo? Alors tout d'abord, François, j'aimerais remercier Richard et Cécilia Attias de cette occasion qui m'est donnée de parler des villes dans le monde et de l'aménagement urbain des villes. Et peut-être effectivement de faire cette similitude, même si elle n'est pas tout à fait parfaite, entre ce qui s'est passé à l'époque à São Paulo et ce qui s'est passé il y a quelques mois ici à Libreville. Il faut savoir que ces deux villes, comme nombreuses villes africaines, souffraient d'une pollution visuelle liée à la publicité, d'un système qui n'était pas du tout régulé et harmonieux, et également d'un manque de services associés à cette publicité. Et donc ce n'était que des panneaux publicitaires. Et ce qui a été fait à São Paulo est intéressant puisque São Paulo a décidé en 2007, comme ici à Libreville, de supprimer 100% des panneaux publicitaires, n'ayant pas réussi à faire le tri entre ce qui était des panneaux légaux et ce qui était des panneaux illégaux. Pendant donc 3 ans, il n'y a plus eu 1 cm² de publicité dans une ville de 11 millions d'habitants. Donc ils sont passés d'un système extrêmement libéral à un système, je dirais, extrêmement soviétique. Et ce que la ville ensuite a fait, et ce que n'a pas encore fait Libreville, et c'est ça la partie intéressante. Je dirais que la partie la plus difficile, c'est de nettoyer, parce qu'il faut une volonté politique, il faut affirmer une autorité politique, même si en nettoyant, parfois, on fait un peu des dégâts collatéraux, puisque toutes les publicités qui étaient visibles ici à Libreville n'étaient pas illégales ou polluantes. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ce qui est maintenant intéressant à faire, c'est justement de faire. Et donc, quelle va être maintenant la vision des autorités pour aménager la ville ? Pour apporter de nouveaux produits, pour apporter de nouvelles fonctionnalités aux citoyens, des nouvelles formes de communication, aux clients de la publicité. Et donc de faire de Libreville une ville plus attractive pour faire de la publicité, pour dépenser dans les rues de Libreville et pour en profiter pour réaménager les villes, embellir la ville. Ça va être un enjeu intéressant des prochains mois, je l'espère, ici à Libreville. Et j'espère que Libreville inspirera d'autres villes. Jean-Sébastien, en termes d'innovation, quels sont les paris qui sont à faire aujourd'hui sur Libreville ou sur de grandes métropoles africaines qui demain auront besoin également de repenser leur mobilier urbain ou leur espace publicitaire urbain? Alors, il y a 2 choses, je dirais. Il y a la première chose qui sont, je dirais, les services fondamentaux d'une ville. Une ville africaine, une ville sud-américaine, une ville quelle qu'elle soit, se doit aujourd'hui de plus en plus d'avoir des besoins fondamentaux qui soient couverts, comme ceux de l'entretien, de la propreté, comme ceux de la sécurité, comme l'orientation en ville, comme la communication entre les pouvoirs publics et les citoyens. Donc il y a toute une série de besoins fondamentaux qui doivent être améliorés ici ou ailleurs, ou qui doivent être, installés ici ou ailleurs. Et puis ensuite, il y a la digitalisation. Mais je dirais qu'au-delà de la digitalisation, et je pense qu'on en a un petit peu parlé avant, c'est-à-dire la connectivité, c'est-à-dire la publicité sur des écrans, c'est-à-dire des services sur des écrans, au-delà de cela, ce sont les villes intelligentes. Et ce qu'on voit bien aujourd'hui, et on l'a vu le premier jour, en tout cas vendredi quand je suis arrivé, on est en concurrence dans cette globalisation entre les continents,
entre les pays, mais entre les villes aussi. Il faut savoir que les villes aujourd'hui redoublent d'intelligence, redoublent d'innovation pour essayer de capter davantage d'investissements, mais pour essayer également d'apporter des nouvelles solutions et des nouvelles formes d'intelligence dans leur ville pour les consommateurs, pour les citoyens, mais également pour les visiteurs. Et donc c'est intéressant, ça va être peut-être intéressant de voir ce que Libreville va entreprendre, comme beaucoup de villes africaines, excusez-moi, dans cette intelligence urbaine à apporter, sachant qu'aujourd'hui, au niveau de la globalisation, mais aussi en Afrique, il y a des entreprises, JC2Co en est une, il y en a d'autres, qui apportent l'intelligence à coût zéro parce que financée par la publicité. Donc c'est un modèle qui existe et c'est un modèle que l'on propose aux villes. Digitalisation, ça veut dire également que les pouvoirs publics peuvent directement communiquer. C'est ce qui se passe à Chicago aujourd'hui aux États-Unis. Les Américains sont parfois, souvent même, très pragmatiques. Le maire de Chicago, Rahm Emanuel, est un parfait exemple du pragmatisme américain et je dirais même du cynisme. L'affichage traditionnel et le plus vieux média du monde est un média qui n'a pas évolué. Un panneau publicitaire, depuis qu'il n'est pas de publicitaire, est toujours resté comme ça. Ce qu'a dit Rahm Emanuel, c'est qu'il a dit « Moi, aux États-Unis, dans ma ville à Chicago, je veux avoir un réseau de communication. Pour ma communication, à mes citoyens, payés gratuitement par la publicité et par une forme de publicité nouvelle, innovante, interactive, en temps réel. Et donc plus les bas l'école avec lequel mon père a commencé il y a 50 ans. Et donc, il a réussi à faire, avec des investissements importants qui émanaient du secteur privé, un réseau d'affichage avec 35 panneaux publicitaires. 35 panneaux publicitaires, 100% digitaux. Il réussit maintenant à avoir son propre média de communication payé par les clients, lesquels clients sont contents finalement de pouvoir, je dirais, communiquer leurs produits sur des supports innovants. C'est ça l'intelligence partagée entre les citoyens, le secteur privé et le secteur public et les marques, évidemment. Jean-Sébastien, est-ce que c'est un exemple qui est adaptable à Libreville demain, à Joburg, au Kenya ou dans les autres villes africaines ? Avec une spécificité peut-être sur le mobilier ou la publicité urbaine africaine, mais est-ce que cet exemple de Chicago nord-américain est adaptable au continent africain? Oui, je dirais très clairement oui, en tout cas je l'espère et on fait tout pour. On y travaille beaucoup, mais c'est vrai que quand on voit aujourd'hui ce qu'on a à Libreville, c'est pas ce qu'on a à Nairobi, c'est pas ce qu'on a à Johannesburg, c'est pas ce qu'on a à Abidjan. Il y a encore beaucoup de pollution, il y a encore beaucoup de pertes de valeur qui est aujourd'hui quelque part tolérée ou organisée par les pouvoirs publics quand ils laissent faire. Et le laisser faire, sans cap, sans vision précise, ça ne nous permet pas de répondre à deux besoins, à savoir les besoins fondamentaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Le groupe JC2Co, c'est un groupe qui aujourd'hui vit de 100% de la publicité, mais c'est le premier opérateur de sanitaire de toilettes publiques au monde. Donc, on a ce revenu qui arrive de la publicité, mais ensuite, on le redélivre sous forme de service. On fait la signalisation, on fait les corbeilles, on fait les bancs, on fait les supports d'information digitaux ou non. Donc, il y a ces besoins fondamentaux, je pense, dont les villes africaines, que les villes africaines doivent améliorer, parfois, ou parfois même introduire. Et on voit que, vous savez ce qui s'est passé à São Paulo, 70% des gens de São Paulo trouvaient ça bien. Trouver ça bien qu'il n'y ait plus de pub et aujourd'hui il n'y a que de la pub qui est rattachée à un service public. La création de valeur. Il se dépense aujourd'hui plus d'argent à São Paulo avec des petits supports rattachés à des services publics qu'il y a 6 ans avec des panneaux publicitaires dans tous les sens. Et entre-temps, il y a des services. Donc, je pense que c'est vraiment un gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties. Et effectivement, les besoins fondamentaux. Et puis ensuite, les nouvelles formes d'intelligence. On voit bien que l'Afrique est un continent qui fait des sauts technologiques. Il y aura des sauts technologiques dans notre métier. On ne va pas arriver ici en proposant ce que l'on propose encore en Europe. Parce qu'en Europe, on est encore au papier. On n'est plus avec la colle, quand même, mais on est encore au papier. Les États-Unis sont maintenant au digital. Avec une approche peut-être moins globale qu'un Google, par exemple. Il y a une spécificité du groupe par rapport... Il peut y avoir une approche beaucoup plus globalisante de Google qui ne respecte pas les spécificités locales ou territoriales. Il faut toujours être parano dans notre métier. Nous, on est très parano. Et pour cause, parce qu'on a quand même ici évoqué que c'était Richard Attias qui avait des vues sur l'affichage quand tout a été supprimé. On a comme principal concurrent Google. Donc c'est vrai qu'on a de quoi être un petit peu parano parfois dans notre activité. Mais au-delà de cela, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre principal concurrent, notre principale menace, plus qu'un concurrent, c'est Google. Google, c'est 400 milliards de capitalisation boursière. C'est un système, un modèle qui touche à tous les médias. On ne consomme plus la presse comme on la consommait avant avec Google. La télévision, c'est pareil. La radio, seul sera. Et l'affichage, ou l'écran dans la rue, qui est le 5e écran,
Le 5e écran est en concurrence avec l'écran de Google, l'ordinateur, la tablette et le smartphone. Donc, nous, par rapport à Google, qu'est-ce qu'on a? On a la matérialisation. Google est dans la dématérialisation. On est dans la matérialisation de nos services, de nos produits. Et ce qu'on dit aux villes, c'est qu'on dit aux villes, vous avez un contenu, vous avez un message, vous avez des choses à dire, à faire, à montrer, à proposer à vos citoyens, à vos visiteurs. Et ça, Google, il ne sait pas faire. Nous, JCDecaux ou d'autres opérateurs, on sait faire. Et donc, pour que les villes aient leurs propres services, leurs propres messages, leurs propres outils de communication et de service du citoyen, on se doit de penser également matériel. Et quand on pense matériel dans une ville, la ville contrôle son matériel. La ville ne contrôle pas ce qui se passe dans Google. Donc ça, il faut bien en être conscient, mais il faut aussi en être conscient que si les villes ne prennent pas la mesure de ce que des entreprises comme Google ont comme force et l'impact qu'ont des Google ou le monde du web sur nos médias traditionnels, la télévision également, mais aussi l'affichage, eh bien, dans quelques années, l'affichage ne pourra plus financer en Europe, en Amérique du Sud ou en Afrique ce qu'elle finance aujourd'hui, que ce soit via les taxes ou via les services. Donc je pense que l'affichage, la communication extérieure, c'est le média de la ville. Et le média de la ville doit être régulé et doit être nourri d'une vision de la ville, des pouvoirs publics. Nettoyer, c'est une chose. Faire, c'est une autre. Le plus dur a été fait. Maintenant, ici à Libreville et ailleurs, il va falloir nettoyer pour avoir vraiment une offre qui soit attrayante pour les marques, pour les concurrents, par rapport à la concurrence notamment de Google. Malheureusement, Jean-Sébastien, il nous faut conclure. Quels sont les paris demain pour les villes, les grandes métropoles africaines? Oh bah les paris, on les a un petit peu couverts, mais c'est vrai que l'orientation... L'innovation, obligatoirement l'innovation pour un groupe comme le vôtre? Oui, l'orientation dans les villes africaines est un sujet, l'organisation du trafic est un sujet. Vous savez, nous, quand on arrive dans une ville, avant de faire les vélos, on ne faisait pas de vélo. Avant de faire les sanitaires, mon père ne faisait pas des sanitaires. La seule chose, c'est qu'il s'arrêtait très souvent sur le bord de la route. Il n'y avait pas de sanitaire et un jour, il a dit « je vais faire des sanitaires ». On répond au service des villes. Nairobi a des soucis d'éclairage dans certains quartiers pour des problèmes de sécurité. L'éclairage, c'est bien pour la ville, pour l'agrément d'une ville, mais c'est aussi des sujets de sécurité. Nairobi, aujourd'hui, nous dit qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'éclairage. Toute la collecte des déchets. On récolte aujourd'hui à Madrid, et ça ne coûte rien aux contribuables espagnols, on récolte plus de 5 tonnes de verre usagé par semaine. Ça ne coûte rien aux contribuables. C'est fait par des marques, des annonceurs, sur des petits formats, bien intégrés, maintenus et dessinés par des grands architectes. Bon, voilà ce qu'on propose aux villes, et on propose aux villes africaines de nous dire quels sont leurs besoins et de mieux réguler leurs espaces. Il y a de la place pour tout le monde, hein, nous ne sommes pas les Google de l'affichage, il y a de la place pour tout le monde, mais encore faut-il, je dirais, des règles. Combien de villes africaines vous intervenez? Vous intervenez dans combien de pays maintenant? On intervient aujourd'hui, nous sommes plein d'ambition, mais encore modestes, on intervient dans 3 pays. Nous sommes dans 7 villes, mais c'est vrai qu'on se heurte à la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est que les plupart des villes africaines sont ce qu'était Libreville il y a encore quelques mois, alors que dans le même temps, elles ont toutes des besoins importants à nourrir. Donc elles sont très preneuses de la partie besoins, mais ensuite pour faire de la place, pour laisser des supports comme les nôtres s'installer, c'est plus difficile. Mais elles sont, comme on l'a vu lors de ces 3 jours de débat, en devenir, comme le continent est toujours en devenir. Je vous remercie Jean-Sébastien, je vous remercie de nous avoir écoutés pendant ces 10 minutes de conversation. Merci François, merci à vous.